Pichado, Oh, les gars. Ouais. dans ta vidéo, tu disais que tu n'avais pas les salaires. Si tu veux, je te les donne, hein. Tu les sors d'où en fait? Donne-moi plutôt la source parce que ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est d'avoir des trucs qui sont sourcés et pas des trucs qui viennent de n'importe où. Et c'est foot 01. Après, moi, la plupart des salaires des joueurs, je les ai. Hein. Tu veux que je dise ce que ça dit? Ça Je dit les Bailly. recoupe à partir de plusieurs sources fiables. Tu vois, Dis-moi si tu es d'accord, Shadow. Bailly 416, Gendouzi 400, Unai 346, Sanchez 330, ouais, Verretou 310, ouais, c'est Mbemba. Il mélange tout. C'est n'importe Hein? quoi. Non, c'est n'importe quoi. Il mélange des primes à la signature, des indemnités de prêt, il y a de tout et de n'importe quoi dans ces chiffres. C'est pas des salaires dans ce dont il parle. Bah, 350 pour Unai, c'est sûr que c'est la prime qui est lissée avec le salaire. Ça, c'est sûr. C'est pas du tout comparable. Il y en a qui ont la prime lissée dans le salaire, il y en a qui n'ont pas la prime lissée dans le salaire. C'est pas comparable. Tu peux pas comparer le salaire de Unai avec sa prime à l'intérieur et avec le salaire de je sais pas qui sans la prime. Ça n'a pas de sens. Il y a des chiffres qui sont bons et des chiffres qui sont pas bons. Donc, est-ce que tu prends la source qui te donne des chiffres qui sont bons et des chiffres qui sont pas bons? Bah, tu la pondères, tu réfléchis au truc et tu vois lesquels sont crédibles, pas crédibles. Et franchement, je pense pas que Info OM ce soit particulièrement une source fiable, quoi. On est quand même loin de la fameuse moyenne de 200 000 euros par mois. Hein. On en est loin. Ah bah oui. Non, mais en fait, si tu regardes là-dessus, les joueurs qui sont au-dessus, c'est n'importe quoi. Ils sont tous au-dessus. Ils sont tous au-dessus. Non, tu as la catégorie des joueurs qui sont là depuis plus d'un an, donc qui n'ont pas leur prime à la signature. C'est ceux qui sont en bas de l'échelle à partir de Lopez, en gros, quoi. Et en dessous de Lopez. Donc tu as Under, en gros. Under, Rongier, Payet, Colas, ça c'est la catégorie des joueurs qui n'ont pas leur prime à la signature. Ouais, mais ça reste au-dessus des 200 000. Ouais, ils sont. Donc oui, mais tu vois, c'est des joueurs qui sont titulaires et ils sont autour des 250, 300 000 euros, c'est ça? Non, mais c'est ce que je disais. Moi, l'autre jour, je disais que le 14e joueur de l'OM, il a 200 000 euros à peu près. Pour moi, c'est le 14e salaire, 200 000 euros. Donc, je suis pas trop loin du compte. Hein, tu vois, là, c'est à peu près ce qu'il dit. Mais je pense qu'il manque des joueurs. 14 joueurs sur 19 au-dessus de 200 000, la moyenne à 200 000 euros par mois. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de joueurs l'OM qui sont moins de 200 000. Hein. Ah non, mais c'est pas la moyenne à 200 000 euros par mois. Non, mais je ne parle pas de toi. Hein. Je ne parle pas de ce que tu dis toi, hein, Pichado. Ça n'a rien à voir. Hein. Là, je te dis que quand tout le monde nous disait la moyenne de l'OM, c'est 200 000 euros le salaire. Il y a 14 joueurs qui sont au-dessus des 200 000. Et à mon avis, contre la réserve, ou les mecs qui touchent 1000 euros et ça te fait descendre la masse salariale. C'est marqué 7500, Elmaz. Eh ouais, automatiquement, ça fait descendre. Les chiffres salariaux que j'ai, tu vois, moi j'ai la prime séparée des salaires, et la prime elle est traitée différemment sur le plan comptable. Moi j'ai 240 000 de salaire potentiel pour Bailly dans son nouveau contrat quand il sera à l'OM, et effectivement une contribution de 416 000 euros par mois de l'OM à Manchester United pour le prêt de Bailly. Donc ça, c'est un sujet complètement différent. C'est une indemnité de prêt. C'est pas du tout un salaire qu'on paye à Bailly. Bailly, il est payé par Manchester United. Donc c'est un sujet complètement différent. Gendouzi... Non, les 416 000, ce qui est pris en charge par l'OM. Il a plus de 800 000 euros par mois à Manchester United, lui. Hein. C'est ça. Lui, il est payé 800 000 euros par Manchester United. Voilà, 416 000 qui est pris en charge par l'OM et le reste, c'est Manchester United. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et Marseille, en fait, il paye 416 000 euros d'indemnité de prêt à Manchester United, qui paye l'intégralité du salaire Ouais, ben, tu joues sur les mots, là, Pichado. C'est bon, on a compris que... C'est pas du tout pareil, ça n'a pas du tout les mêmes impacts, parce que ça veut dire qu'on ne paye pas de cotisation sociale là-dessus, tu vois. Oui, mais après, si tu vas chercher l'eau intérieure, tu as raison, mais nous, on regarde la façade, hein, tu le sais. Un salaire pour lui, tu vois. Et Gendouzi, c'est pareil, ça inclut la prime à la signature de Gendouzi, puisque lui, il vient juste d'être transféré en début de saison à travers son prêt qui a été concrétisé. Non, tu te trompes là, Pichado, tu te trompes. Gendouzi, c'était vu qu'il est l'heure de 400 000 euros par mois payé par l'OM cette année.
Et l'année dernière, il avait fait l'impasse en baissant son salaire à 200 000 euros. Il n'y a rien à voir avec la prime à la signature. Ça n'a rien à voir avec la prime à la signature. Pas ça Non, du mais tout. l'année dernière, Pas ça. c'était conditionné à ce que son frère il signe à l'OM aussi. L'année dernière, on payait, c'était plus que 200 000 euros, on payait une certaine somme à Arsenal. Moi, je crois que dans mon budget, j'avais quelque chose comme 4 millions 2 dans l'année ou un truc comme ça qu'on payait à Arsenal, donc à peu près 3 millions et des poussières, 300 et des poussières par mois qu'on payait à Arsenal. Et Arsenal payait un salaire à Guendouzi qui était de l'ordre de 400-450 000 euros. Ça, c'est ce qui se passait l'année dernière. Et Guendouzi a accepté de baisser son salaire pour venir à Marseille. Il a aujourd'hui un salaire autour de 240-250 000 euros d'après les estimations que j'ai. Et il a aussi une prime à la signature qui fait que, effectivement, si tu regardes sur la valeur de cette année, avec le 1,5 million d'euros de prime à la signature ou un truc comme ça, si tu annualises ces 150 000 euros par mois ou un truc comme ça, eh ben, ça fait 400 000 euros cette année. Et ça ne veut pas dire que c'est son salaire ad vitam aeternam. L'année prochaine, il n'aura que 240 000 euros. Oh, je suis pas certain de ce que tu es en train de dire. Hein. Alors, par contre, il aura Non, peut-être une augmentation l'année prochaine en fonction tu vois, en fonction de ses performances, c'est possible qu'on puisse augmenter son salaire. Mais la base de son salaire, elle est plutôt autour de 240 000 euros, tu vois. Donc c'est ce genre de calcul-là où les données qu'il donne, elles ne sont pas suffisamment bien réfléchies pour qu'elles soient claires, quoi. Et moi, ces données-là, moi, je les ai décortiquées, quoi. Après, je les ai décortiquées avec les informations disponibles en recoupant les sources que je trouve qui sont à peu près fiables. Et quand il n'y a pas d'informations assez précises sur les sources, eh ben, je me fais une idée. Et j'avoue que me faire une idée, ça veut dire aussi utiliser ma jugeote, beaucoup. Et basé sur la comptabilité de l'OM. Mais tu vois, bon, après, j'ai l'habitude de regarder la comptabilité de l'OM et de voir à quel point les journalistes se plantent. Donc, j'ai pris l'habitude de voir quel genre d'ajustement il faut que je fasse pour retomber à peu près sur les chiffres comptables qui sont crédibles. Ouais, l'OM va bien, sinon, financièrement. Bah, écoute, en tout cas, le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu masqué par on reçoit 37 millions d'euros artificiellement de l'accord CVC qui nous plombe pour les années futures. Donc, aujourd'hui, on vit avec des espèces de ballons d'oxygène et tout. Vous connaissez le truc, là, les gaz hilarants, là? Donc, aujourd'hui, on est shooté au gaz hilarant, en gros, en quelque sorte. Et on verra dans un an ou deux, quand on arrêtera d'avoir la perfusion de ces 37 millions d'euros. D'ailleurs, c'est cette saison et l'année prochaine. On a la perfusion de CVC. Et puis après, ça s'arrête. Et là, par contre, on perd 14% de nos revenus de droits télé et tout ça par rapport à ce qu'on avait avant. On risque pas d'aller en Ligue 2 pour faillite. Non, mais on risque de faire partie des championnats qui en voie de roumanisation, quoi. Quelle romanisation? Bah, tu vois, le Steaua Bucarest, c'était un grand club à une époque. Là, j'ai compris. Franchement, moi, j'ai rien compris. C'est pas pour... Quand Non, je te dis l'OM, ça va s'arrêter. Ouais. On n'est pas en danger, quoi. La Ligue 1 a vendu son âme au diable, quoi, mais à part ça... Ouais, elle a dit cet hiver que l'OM n'avait même pas besoin de vendre. Non, par contre, sur le plan des finances de l'OM, je pense que pour cette année, ça devrait à peu près tenir le choc. Si on est qualifié en Ligue des Champions l'année prochaine et qu'on fait une bonne campagne de Ligue des Champions, avec la gestion de Longoria, ouais, je peux commencer à croire que le mec, il va carrément équilibrer les comptes et même gagner de l'argent l'année prochaine. Ouais. Ça je pense que s'il tient la barre sur le plan sportif, sur le plan financier, il peut tenir la barre aussi, quoi. Aujourd'hui, je vois le plan de Longoria de se dire que l'année prochaine, il peut dégager un bénéfice. Ouais. Après, sur le plus long terme, je suis plus sceptique sur le football français qui a vendu son âme à CVC, quoi. C'est un autre problème. Vous êtes d'accord avec ça, Bobichon et Karim? Bah écoute, si CVC ils te font monter les droits télé en trouvant des diffuseurs qui payent plus, moi je m'en fous. Après, si CVC ils sont là juste pour prendre leur prime et attendre que les droits télé ils augmentent, ils prennent un risque, parce que si les droits télé ils baissent encore comme il s'est passé avec les Espagnols, qu'on fait chuter les droits télé pendant le Covid, ben, ils vont se retrouver eux dans la merde. Donc CVC ils ont tout intérêt à faire à bosser et à chercher des diffuseurs qui sont prêts à payer plus cher
pour justement être gagnants eux aussi. Je n'ai pas une haute opinion de CVC dans leur capacité à faire ce genre de transformation. Tu vois, je suis pas convaincu qu'ils soient là pour le bien commun, quoi. Ah, ça, je veux bien te croire parce que je connais pas du tout cette boîte. Mais Non, ils sont là. d'ailleurs, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement? Oui, c'est un fonds d'investissement. C'est pas dans les fonds d'investissement les plus les plus cool, quoi. C'est dans des trucs un peu sportifs, qui aiment bien faire des investissements dans des boîtes qui sont en crise ou des trucs comme ça, les restructurer, les retransformer, éventuellement mettre plein de dettes et des choses comme ça pour qu'ils puissent pas payer trop cher leur investissement et ils gagnent beaucoup d'argent dans ce genre de trucs-là. Ils peuvent aussi s'attaquer à des entreprises qui sont en grande difficulté et c'est acheter des trucs pour une bouchée de pain. C'est un peu ce que McCourt a fait à Margarita Louis-Dreyfus d'ailleurs. Ouais. De lui racheter pour une bouchée de pain un truc qui avait potentiellement beaucoup plus de valeur. Du coup, ça, c'est ce qu'on appelle un peu les fonds vautours, souvent, ce genre de comportement. Et CVC, ils ont aussi des fonds qui sont dédiés à ce genre d'activité, qui est communément appelé fonds vautours. Donc, c'est des gens charmants, avec lesquels tu es toujours très content d'être marié pour le restant de tes jours. Et savoir qu'à chaque fois que tu allumes ta télé et que tu regardes la Ligue 1, il y a 14% qui tombent dans leur poche. Mais après, ça montre bien que la Ligue 1 n'est pas attractive, hein, quand même. Parce qu'en arriver à vendre combien? 20%, ils ont pris 25%, je sais pas combien exactement. C'est quand même désastreux, parce que ça veut dire que la Ligue 1 n'est pas attractive, quoi. Déjà, si t'as même pas Be-In, et si on n'atteint pas, je crois que c'est 1,2 milliard ou un truc comme ça, la prochaine renégociation des droits télé ou un truc comme ça passe à 14%. Donc en fait, eux, ils parient pas sur le fait qu'on va y arriver, tu vois. Eux, ils parient contre. Donc quelque part, ils veulent se protéger, tu vois. Ils sont là, non, moi je suis pas sûr qu'on va y arriver, tu vois. Si c'était eux qui étaient dans le siège du conducteur, ils te diraient, ouais, on va y arriver, attends, donne-moi 12%, et si jamais j'y arrive, tu me donneras 2% de plus. Là, ils disent pas ça. Ils disent, je prends 13%, et si tu n'y arrives pas, je prends 14%. Ouais, pour compenser, le 1%, il compense... Tu vois, sur le plan de la dynamique que tu disais, où tu disais que c'est eux qui vont changer la face de la planète et te vendre le truc vachement cher, je suis désolé, si c'était ça, ils auraient fait l'autre deal, ils auraient dit je prends 12 et après je gagnerai 14 si jamais ça le fait. Tu vois, ils sont pas dans cette logique-là. C'est pas une logique de j'ai compris. C'est une logique de vautour. Oh, mais c'est à cause des clubs aussi, hein. Je suis désolé, Monaco qui est plein de fric, qui pourrait avoir des joueurs qui sont suivis par les gens. Nous, on commence à le faire. Lyon, ils ont coulé. Nice, ils sont pleins de fric, ils pourraient le faire aussi. Et on pourrait avoir au moins 4-5 équipes qui a quand même des joueurs de renom international. Je dis pas que ce soit forcément des stars, mais des mecs qui sont internationaux indiscutables. Et dans chaque équipe, c'est là où tu vas attirer des acheteurs de droits télé. Parce que tu auras beaucoup plus de monde qui voudra regarder le championnat. Mais je suis désolé, ça part des clubs, hein. Les clubs eux-mêmes, ils sont pas capables de garder leurs meilleurs joueurs, ils sont pas capables de donner des gros salaires, ils sont pas capables de ramener des noms. Donc voilà, ça part de là, hein. Après, c'est un cercle vicieux, tu vois, parce que quand les Anglais ils renégocient leurs droits télé et qu'ils touchent d'un coup 4 fois plus que nous, c'est compliqué de lutter, quoi. Oui, parce que ils sont au sommet de la pyramide. C'est le championnat qui est le plus demandé, donc eux, ils peuvent faire l'offre et la demande. Et Be-In aussi voulait lancer leur chaîne en ayant le plus gros championnat au monde. C'est Be-In qui sont gagnés en fait, parce que grâce au championnat anglais, ils se sont fait connaître dans le monde entier. T'as les Anglais qui ont 4 fois plus que nous, t'as les Espagnols qui ont 2 fois plus que nous, et t'as les Allemands et les Italiens qui ont 1,5 fois plus que nous, en gros. Et nous, on redistribue plus qu'eux, donc en plus, en tant que grand club, on récupère une plus petite partie que la plupart des grands clubs dans les autres championnats. Ah, mais ça, moi je suis pour, hein, parce que quand tu vas en Angleterre, tu regardes la Ligue 2, ils sont obligés d'être 32, et après en amateur, il n'y a que dalle. Nous, ça va, on a un bon championnat amateur,
On a quand même une ligue la meilleure d'Europe, voire du monde. On a quand même des bonnes subventions dans des petits clubs de petits patelins qui ont des moyens pour s'entraîner, pour entretenir leur matériel, tout ça. Et ça, faut pas cracher dessus, c'est très bien. Mais pour aller se battre dans la cour des grands, c'est vrai que tu vois, la taxe buffet ou des trucs comme ça, pour un club comme l'OM, ça peut être lourd. Ouais, bah après, il faut savoir ce qu'on veut. Ils sont déjà, les gens, la plupart dans le foot, ils gagnent déjà très très bien leur vie. Faut pas abuser non plus, quoi. Je veux dire, la France, c'est pas une culture libéraliste comme les États-Unis. Ouais, mais et après, franchement, c'est pas ton salaire qui te fait jouer, quoi. Tu vois, certains des internationaux de top niveau, un peu mercenaires et tout, bah, ils vont préférer aller ailleurs qu'en France pour des raisons financières, des raisons fiscales, pour les droits télé, machin truc. Et au bout d'un moment, bah, ça fait que ton championnat, il se détériore, il est de moins en moins attractif. C'est vrai que d'un côté, oui, tu as raison sur ça. Mais après, je veux dire, un homme, c'est un homme. Quand il est sur le terrain, voilà, s'il veut performer, il peut. C'est pas parce qu'il a un plus gros salaire ou un plus petit salaire qu'il va être plus nul que les autres. C'est ça que à un moment, le foot, c'est... Ils ont renoncé à le sport. ce terme-là, quoi. Ils disent, bah, nous, ce qu'il faut qu'on forme, il faut qu'on forme justement des joueurs et qu'on les développe parce que on n'arrive pas à aller choper les meilleurs à l'étranger et on finit par prendre des joueurs étrangers de seconde zone et on est capable d'en former les meilleurs chez nous, quoi. Franchement, en France, moi je dis, ils passent à côté de beaucoup d'opportunités. En Afrique, tu prends les meilleurs joueurs africains dans tous les championnats, ça dépasse pas 1 million d'euros à l'achat. Tu vas un peu en Asie, tu vas un peu dans les pays de l'Est, tu trouves de très bons joueurs. La plupart, maintenant, ils regardent où? Ils regardent vers l'Amérique du Sud. Sauf que les joueurs en Amérique du Sud, ils ont déjà le prix en Europe. Et tu fais pas, comment dire, de bonnes affaires en vrai. Si tu vas en Afrique, je suis désolé, tu as des joueurs, ils ont le potentiel pour jouer en Ligue 1, voire même en Ligue des Champions, et tu peux les payer à 500 000 euros, 1 million maximum. Pour savoir lequel il faut choper, c'est pas aussi évident que ça, quoi. Mais si, attends, quand tu vas en Amérique du Sud, c'est pareil, hein, tu es sûr de rien. Ouais, c'est pour ça, tu vois, autant aller choper à Septem, quoi. Par exemple, le Japon, c'est quand même un championnat fiable. Tu peux aller choper au Japon, j'en sûr, c'est pas autant cher que ça. En Corée du Sud, c'est pareil. En Chine, bon, ils n'ont pas la culture foot en Chine. Mais je veux dire, il y a des pays quand même, ils ont une culture foot. Et l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, l'Australie, même, je sais pas moi, même des pays nordiques. Les pays africains, tu as les accords de Cotonou qui font qu'ils ont le droit de travailler en France, les footballeurs. Du coup, c'est relativement facile pour la plupart des pays africains d'avoir un visa pour jouer en France en tant que communautaire, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc ça, pour les pays africains, c'est vrai que c'est un gros avantage pour les clubs français, belges et certains autres pays européens. Et ça, il faut l'exploiter, c'est clair. Moi, je vais te donner un exemple. C'est un Marocain. Je dis pas ça parce que je suis Marocain et que lui, c'est un Marocain. Je veux pas que les gens y croient ça. Mais il y a Achiala, il s'appelle. C'est un arrière-gauche. Ah ouais, carrément, je suis chaud bouillant sur Achiala. J'en ai parlé avec un pote il y a pas longtemps. Écoute, il a été élu meilleur joueur du Maroc. Il gagne la Ligue des champions africaine, 2 fois le championnat. Là, il a joué la Coupe du Monde des clubs. Ça, c'est mal placé pour le WAC. Il est resté au Maroc après oui, il devait signer avec Montpellier pour 1 million d'euros. Et franchement, il est fort. Je dis pas ça parce que... Et ça aurait été une super doublure à gauche dans un premier temps. Et il est super fort. Et là, c'est juste un exemple parce que des exemples comme lui, on peut en trouver en Afrique des centaines. Et le mec, il coûte 1 million d'euros. J'ai sûr son salaire, ça doit être 10 000 euros par mois maximum. Et c'est c'est un des meilleurs joueurs africains. Le truc de l'Afrique, c'est qu'on est quand même pas les premiers à avoir l'idée et que les bons joueurs, ils sont quand même vite repérés, quoi.
Bah, c'est un travail à faire, quoi. Je veux dire, Et ouais, c'est là où. tu mets Est-ce que saupoudrer sur plein de pays, est-ce que c'est la bonne stratégie ou est-ce que faut faire Non, non, tu mets un avoir une chasseur de stratégie tête. plutôt au Écoute, moins écoute, par pays ou Bichado. par région, quoi. C'est trop facile. Tu mets un chasseur de tête en Afrique qui représente l'OM. Il fait le tour de l'Afrique toute l'année. Tu vois, il va avoir des championnats. Et ce qu'ils font les Américains aux États-Unis avec le basket, ils ont un chasseur de tête dans chaque continent. Et il tourne. Et il entend, hop, tel nom. Il va voir, il regarde, il le teste. Et il va lui faire des essais. Et après, ben, tu pioches dans ce que tu fais une shortlist. Et le mec, il faut qu'il soit dédié qu'à ça et qu'il fasse le tour de l'Afrique. C'est faisable. Moi, je trouve que la stratégie plus, tu vois, implantation locale, travailler avec des clubs partenaires et avoir. C'est une perte de temps, ça. Shadow, c'est une perte de temps. Si tu peux avoir une stratégie panafricaine, franchement, c'est la bonne stratégie parce que c'est la seule manière d'avoir vraiment, tu vois, d'être bien connecté et d'avoir les joueurs. Non, mais regarde comme ça s'est passé. Finalement, avec Djambar, ça a tout cassé. Moi, je préfère un mec, tu l'envoies, il fait le tour de l'Afrique, il te renvoie des noms, il fait des contacts, il se fait des contacts à droite, à gauche, et il fait le tour de. Et voilà. Ça marche pas. Ça. Ah, mais c'est le plus simple. Le moyen le plus rapide et le plus simple. Tu peux avoir un scout dédié pour une petite partie de l'Afrique, genre éventuellement pour 2 ou 3 pays d'Afrique, mais pas pour plus que ça, quoi. Bah, tu en mets 5, tu en mets 10 de scouts. Moi, je te dis 1, mais tu peux en mettre 10. Ouais, voilà, 10, il y a 50 pays, ben, ils se répartissent 5 pays chacun, et ils regardent tous les matchs, ils regardent tous les championnats. Il faut des spécialistes, tu vois, faut que les mecs ils soient calés sur le sujet, que tu vois, quand il te dit ok, ouais, en Algérie, c'est lui qu'il faut aller chercher, faut que le gars il ait exploré tout ce qu'il y a. Ah, ben bien sûr, tu prends pas des sgags, Pichado. C'est pas parce que, ah ouais, non, lui, c'est celui qui a marqué 2 buts en Ligue des Champions, je l'ai vu à la télé, tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Non, il faut un mec qui a l'œil, qui le sente, tu vois. Un mec qui va pas se tromper, tu vois. Merci d'avoir suivi notre petite vidéo sur la chaîne 13 Speed Shadow. N'hésitez pas à vous abonner, à poser vos questions, à laisser un commentaire. Likez si vous avez aimé cette vidéo et surtout revenez nous voir pour la prochaine.